Nous y voilà avec le commentaire de Christophe Duchiron. Les sportifs modernes sont-ils à la hauteur de leurs glorieux ancêtres? On va se poser la question. Mais est-ce que ça a encore un sens finalement, le drapeau, la patrie dans le monde du sport business? Vous avez compris les lignes du débat qui vient. Les polémiques viennent en tout cas rappeler régulièrement que, peut-être pas vous directement, mais les Français en général semblent y tenir. Qu'est-ce que ça dit de nous comme nation? Voilà les questions qu'on va se poser avec Christophe Duchiron qui co-signe donc ce document avec Anne Bettenfeld. Il est sur ce plateau avec nous. Il va nous raconter comment il a trouvé ces images parce que c'est quand même assez impressionnant. Jean-François Lamour, député UMP, ancien ministre des Sports, j'allais dire double champion olympique de sabre, triple. Double, non, non. Et par équipe aussi. Non, après du bronze aux Jeux de Barcelone. Vous voyez, je vous en donnais une de plus de médaille d'or. Et porte-drapeau de la délégation à Barcelone. Vous voyez, porte-drapeau, mais ça compte, c'est important. Exactement. Hein, c'est important. Exactement. Paul Ghiecci est historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Franche-Comté, auteur d'une histoire du foot chez Perrin et d'une histoire politique des Coupes du Monde chez Vuibert, notamment en 2006, entre autres ouvrages. Hein. Et puis le sociologue Patrick Mignon, qui est responsable du laboratoire de sociologie à l'INSEP, l'Institut national du sport. Christophe Duchiron, d'abord, ces images, elles avaient été diffusées à l'époque? Écoutez, non, je pense que la plupart des images qui ont trait au sport dans ce documentaire n'ont pas été vues ou très très peu vues. Et ça, c'est une des grandes découvertes pour moi quand je me suis lancé dans cette aventure. C'est de découvrir à l'ECPAD un certain nombre d'images. Service d'images des armées, on va dire ça comme ça. Oui, c'est l'ancien CIRPA, l'ancien service cinématographique des armées, qui conserve depuis sa création en 1915 un certain nombre d'images qui ont été tournées au front, en retrait du front, quand bien même il faut savoir qu'il y a peu d'images des combats tournés, beaucoup de reconstitutions en particulier. Est-ce que vous avez été surpris à mesure que vous enquêtiez par l'importance prise par le sport pendant cette guerre? Oui, alors moi, évidemment, je connaissais très mal cette histoire et c'est en me documentant en fait, pour une série de chroniques que je n'ai pas pu faire sur le sujet, j'ai découvert, et bien que pendant la guerre, au lieu d'un arrêt total, on va dire, de la pratique sportive, il y a eu, dans les zones de guerre, des poilus qui ont pratiqué, qui n'avaient pas pratiqué pour la plupart d'entre eux de sport auparavant, parce qu'on était dans une France vous le dites bien, de paysans, d'ouvriers. Oui, exactement. Et donc, dans ces conditions, on n'a pas le temps de s'adonner aux joies du sport. Et là, c'était un loisir de riches, c'est ça que vous voulez dire? Ou de professionnels? Non, enfin, il y a une pratique sportive avant la guerre. Hein. Le sport n'est pas né avec la Première Guerre mondiale, ça c'est pas vrai. Mais voilà, la plupart des Français n'avaient pas le temps de s'y adonner. Ça n'était pas encore ni un loisir, ni une pratique de masse en tout cas. Donc d'abord on occupe les soldats, on le voit bien dans votre documentaire, et puis le sport participe à l'effort de guerre. Oui, absolument. D'une certaine manière. On le voit avec les images qui repassent derrière vous d'ailleurs. Tournées à Joinville, c'est ça, l'école de gymnastique? Oui, c'était Joinville, où on va former notamment des réservistes. En fait, le Joinville va fermer assez rapidement dès que la guerre est déclarée, et va réouvrir à partir de 1916 pour, quand on appelle des réservistes, on manque d'hommes. Et donc ces hommes, il faut les former, et on réouvre Joinville. Ce sport-là, il sert quoi? À motiver les troupes? Il sert à donner de la force, de la vigueur pour combattre l'ennemi? Alors d'abord, c'était, je dirais, une lente maturation, me semble-t-il, dans l'esprit des militaires, des gradés. Au début, le sport est, dans un premier temps, on est sur une pratique informelle, on va dire. Donc, c'est pas quelque chose qui est généralisé. Ensuite, la guerre de tranchées, voilà. La guerre de tranchées en fait, on va assister à une guerre de rotation, si vous voulez. Une fois qu'on est dans les tranchées, après on part dans des cantonnements pendant plusieurs semaines. Là, on ne se bat pas. Là, il faut passer le temps. Et entre autres activités, des soldats qui avaient pratiqué le sport initient leurs copains des tranchées pour occuper le temps. Voilà. Vous diriez qu'il y a la naissance là d'un patriotisme sportif? Bon, les Français sont patriotes à l'époque, hein? Oui, oui, absolument. Alors, un patriotisme sportif, ce qui est sûr, c'est qu'un certain nombre de grands champions français s'engagent dans le conflit et veulent en découdre.
au nom justement d'un patriotisme ou peut-être même de l'idée de la nation, cette nation qui avait été amputée de territoire en 1870, que l'Allemagne, entre guillemets, avait pris à la France. Donc il y a l'envie d'en découdre et on voit par exemple un champion comme Jean Bouin, qui est un immense champion avant-guerre. Pour moi, c'est un nom de stade. Hein. Oui, absolument. Mais Jean Bouin, quoi. Voilà, mais il faut savoir que voilà, Jean J'ai Bouin, découvert que c'était un jeune homme de 26 ans qui était mort en 14. Voilà, et qui a été un des premiers disparus et des premiers grands champions français disparus. Et Jean Bouin, au lieu de rester planqué, il aurait pu, vu son statut, demander à rester un petit peu en dehors de tout ça. Pas du tout. Jean Bouin, il veut aller à la guerre et en première ligne. Voilà. Ça vous a frappé, Jean-François Lamour, ce mélange, mais c'est plus qu'un mélange, du sport et de la nation, très intime? C'est en tout cas peut-être un état d'esprit aussi des soldats à l'époque qui veulent à la fois exprimer ce patriotisme, cette volonté de défendre la nation, et puis peut-être révéler à travers leur engagement ce qu'ils sont dans leur carrière sportive. Carrière sportive, c'est un bien gros mot. En tout cas, courageux, dans leur parcours, dire oui, une forme de courage, mais de courage ultime. Moi, j'ai toujours fait attention. Tout à l'heure, vous parliez finalement d'une modification du héros et des comparaisons entre guerre et sport, et sport surtout. Et sport en tant que tel. Le sacrifice ultime en sport, il n'existe pas, ou en tout cas quasiment vous êtes jamais. l'héritier direct d'une discipline militaire, pardon. Vous Oui, êtes bien sûr, champion olympique mais de avec sabre. des codes, on peut pas faire mieux. avec des codes et une sorte de protection ultime qui nous évite effectivement de graves accidents. Ils existent. Hein. Oui, je comprends. L'escrime, par exemple, n'est pas un sport sans danger, mais on est quand même extrêmement protégé. Et vous voyez, il y a vraiment, je crois qu'il y a deux mondes, effectivement, qui convergent dans l'expression, peut-être même dans l'élan, mais dans la réalité. La guerre, c'est évidemment, et les héros de ces guerres, c'est autre chose qu'un héros sportif. J'entends, mais le drapeau, ça compte pour un champion olympique, non? Ça compte. Le moment où on joue la Marseillaise, quand le drapeau monte, là, je vous ai fait tout à l'heure référence au fait que j'ai porté le drapeau à Barcelone. Mon meilleur souvenir de Barcelone, j'ai gagné 2 médailles de bronze, mais mon meilleur souvenir, c'est d'avoir porté le drapeau, rentrer le premier de la délégation française dans le stade olympique et d'avoir fait le tour de piste. C'était pour moi à la fois la reconnaissance, l'expression d'un parcours, d'une reconnaissance de mes amis de l'équipe de France et puis aussi du mouvement sportif français. Mais je l'ai vécu comme tel parce que j'arrivais à maturité, c'est le moins qu'on puisse dire, dans ma carrière de sportif. Vous dites aussi à 20 ans, je pense pas que j'aurais eu ce même rapport au drapeau que je n'en avais à 36 ans. Parce que justement, comme toujours, on se construit finalement un parcours au travers de sa propre expérience. Et le rapport à la nation, le rapport au drapeau, le rapport à l'hymne également, vous l'avez rappelé sur le podium, ce sont des choses que j'ai appréciées au fur et à mesure de ma carrière. Et ça hérisse le poil, non? Et ça hérisse toujours le poil. Ouais. Quand je continue à aller voir des amis de l'équipe de France et des jeunes générations, je le vis comme tel, bien sûr. C'est très français, le patriotisme sportif? Disons que ça existe. Cette idée que le sportif est là pour défendre aussi le drapeau? Alors c'est clair, ça existe déjà avant 1914. Hein. Alors, je ne vais pas entrer en contradiction avec ce qui a été dit, mais en 14, le phénomène sportif en France, c'est déjà quand même un phénomène très largement de masse. Hein. Il y a au moins 600 000 licenciés. Et puis surtout, c'est un spectacle de masse. Et il y en a des millions après-guerre. Après 14-18. Non, ça augmente finalement. Le nombre des licenciés augmente assez peu jusqu'au début des années 60. Ah bon? Ah oui, tout à fait. Et pour diverses raisons. D'abord parce qu'il y a eu aussi beaucoup de jeunes gens morts pendant la guerre, que l'État n'a investi que lentement. Donc finalement, la diffusion du sport a été extrêmement lente. Et 14-18 n'a pas été finalement un point de départ fondamental. En revanche, avant 14, c'est un phénomène déjà important, et notamment pour le patriotisme. Vous avez à la fois évidemment le Tour de France, qui est une sorte d'ode au territoire national déjà, et puis vous avez les matchs internationaux. Les matchs du tournoi des 5 nations suscitent une passion. En 1914, le match France-Écosse se termine dans une quasi-émeute. Les spectateurs veulent faire un mauvais sort à l'arbitre anglais parce qu'il a favorisé les Écossais, à tel point que les Écossais ne veulent plus jouer avec la France. Incroyable. Et il y a toute une littérature justement sur ce lien entre patriotisme et sport. Mais on bat pas l'Écosse quelques années plus tôt? C'est en 1911 on bat l'Écosse. Ouais. Mais si vous prenez... mais quand on bat l'Écosse, est-ce que les journaux ne titrent pas? C'est comme si on avait gagné la guerre. C'est Georges Roset, qui est journaliste à l'Opinion et qui jouera un rôle pendant la guerre, qui écrit cette chose-là. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est intime comme lien quand même. Hein. Tout à fait. Mais en même temps, il y a un mélange entre commercialisation et patriotisme. Jean Bouin, que vous avez cité, c'est un amateur marron qui est payé par la Société Générale pour courir. Un amateur marron.
C'est-à-dire qui... Un faux amateur. Voilà, c'est un employé pro, de banque qu'on voit guère au guichet, Ouais. qui court pour la générale et en même temps qui fait commerce de ses médailles, de ses cartes postales. Et donc, il n'empêche pas qu'il ait l'idée et la foi patriotique chevillée au corps, il mais va en il mourir, y a ce mélange. Et certainement, ça a joué un rôle justement dans cette idée que c'était une vedette et il fallait qu'il prouve son patriotisme, y compris sur les terrains. Il fallait Sur prouver les champs de bataille. son patriotisme, et ça c'est quand même de l'époque, de manière très forte. Je vous propose de réécouter, c'était dans le documentaire de Christophe Duchiron, l'éditorial du patron du journal L'Auto, qui était l'organisateur du Tour de France. On est donc en 14 et il demande aux sportifs envoyés au front de jouer le match à fond. Mes petits gars chéris, mes petits gars français, écoutez-moi, les Prussiens sont des salauds. Il faut que vous les ayez. D'abord parce que si vous ne les avez pas, ils vous auront. C'est un gros match que vous avez à disputer, mais méfiez-vous. Quand votre crosse sera sur leur poitrine, ils vous demanderont pardon. Ne vous laissez pas faire. Enfoncez sans pitié. Ah, le grand soupir que va pousser l'humanité, mes petits gars, si vous êtes victorieux. Cela dépend de vous, mes petits gars chéris, mes petits gars français. Ouais, quand même, hein. L'exaltation nationale est puissante. Vous trouvez ça, franchement, chez les jeunes sportifs qui se forment à l'INSEP en ce moment? Heureusement que non, mais on n'est pas à la veille d'une guerre. On est quand même dans le 14-18, on est quand même dans un long 19e siècle de rivalité franco-allemande, de revanche, de mobilisation patriotique et nationaliste. Le sport se développe dans tous les pays un peu dans ce même contexte, ce contexte de constitution soit de nouvelles nations, soit de préparation de vieilles nations à des conflits pour réparer le conflit antérieur. Donc je dirais que ça donne effectivement à la participation au sport dans un contexte comme la guerre, et même en dehors de la guerre, dans les confrontations entre nations, une signification qui n'est plus celle-là. On vit quand même depuis un certain temps dans un monde qui se pense comme pacifié, où l'horizon est plutôt un horizon, je dirais, d'équilibre entre les nations et les patries, et puis quelque chose de plus vaste qui est, selon comme on veut, le monde ou l'Europe. Enfin, donc c'est une bonne nouvelle, autrement dit, qu'on ne soit pas focalisé sur le drapeau ou sur le nom de son pays ou sa couleur nationale. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est le produit de l'histoire, finalement. On n'est plus des Français d'abord, on est des athlètes. Nous sommes les fruits d'une histoire. On a une histoire qui s'est déroulée et qui a produit des événements dans le sport, puisque c'est ça dont on parle. Et aujourd'hui, ce contexte est différent. Maintenant qu'il y ait toujours une question nationale ou une question du rapport à la nation et une question du patriotisme, ça, la question reste intacte. Vous le trouvez quand vous discutez avec eux, encore une fois, ces jeunes athlètes ? Je reprendrai les propos de Jean-François Lamour tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsqu'il dit qu'on construit petit à petit le sens de son activité, et ça je pense que pour les jeunes sportifs c'est aussi une construction. On est aussi dans une société française, mais notre société dans laquelle les sportifs qui défendent les couleurs du pays sont quelquefois des gens qui ne sont pas nés dans ce pays, qui sont arrivés accidentellement dans le pays, et donc devenir des Français, se représenter l'enjeu national de leur participation, c'est quelque chose qui suppose effectivement une construction à laquelle vont participer tous ceux qui aujourd'hui concours à ces parents sportifs. Ce que vous êtes en train de dire, ça résonne dans l'actualité. C'est-à-dire, on voit bien toutes les polémiques à chaque fois qu'un sportif, un footballeur, deux footballeurs ne chantent pas la Marseillaise, par exemple. Oui, mais c'est toujours une histoire, c'est toujours une affaire. Ça veut dire que dans le regard du téléspectateur ou du supporter, ça n'a pas changé. C'est-à-dire, là encore, je veux dire, quand on parle le supporter ou le public, il faut aussi qu'on se dise de quel spectateur parlons-nous, de quel supporter parlons-nous. Et là, je dirais, on a une très très grande, nécessairement, une nécessité de faire un petit peu de sociologie, de sociologie des publics. De fait, il y a dans la société française une attente vis-à-vis de l'équipe de France et de son rapport au grand symbole de la nation. Le drapeau, l'hymne et l'engagement dans la cause sportive comme étant une cause qui dépasse l'enjeu du match. Les autres sont comme nous, Christophe Duchiron, il y a cette même attente. En Allemagne, je veux dire au Brésil par exemple, en Argentine, on vient de vivre une Coupe du Monde au Brésil. C'est fort la nation là-bas. Oui, c'est un point d'ailleurs où on peut se demander si justement le poids d'un pays entier pesant sur les épaules finalement de 11 joueurs
aussi talentueux soit-il, est-ce que ça n'était pas trop? Et s'il manque le héros, tout est dépeuplé. Le forfait de Neymar, Il manquait le héros. on avait il y a- l'impression et- que ça a privé le Brésil finalement d'une Oui, victoire et espérée, ce héros annoncée. était presque mort symboliquement. Il y avait une sorte de relique. C'est fou. C'était C'est sa fou. tunique, c'était son maillot qui a été montré au moment des hymnes. Il y avait là sans doute trop de poids et trop d'émotions, me semble-t-il. Mais tant mieux. C'est presque une religion de ce point de Oui, vue-là. mais tant mieux. Je trouve qu'il y a ces moments De communion. comment dire, oui, assez extraordinaires. Non, ce sont des moments communion. Vous savez, on a vécu en 98 effectivement ce moment assez particulier où une nation était à côté de son équipe. Des moments fugaces. Hein. On est très vite retourné fin 98 dans la réalité de la situation dans notre pays, avec ses problèmes qui étaient, vous vous souvenez, on avait parlé de cette France black blamber. Vous voulez que je vous en remonte quelques images? Regardez. Oui, Regardez. si vous voulez, mais Regardez. Du jamais vu depuis bientôt un demi-siècle. Paris qui exulte, Paris qui tient ses libérateurs. 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées. Une nuit blanche pour voir la vie en bleu. Ils sont la plus belle image que vous garderez de la France de cette année dans votre cœur. Ouais, vous êtes conseiller à l'Élysée, Oui. auprès de Jacques Chirac à l'époque. C'est pas rien. C'est C'est la pas- plus belle image Ouais. que vous garderez de la France. c'était un moment assez extraordinaire, mais comme je vous le dis, très fugace. Je crois qu'il faut toujours être en capacité de remettre le sport là où il doit se trouver, c'est-à-dire dans la société, mais qui évidemment ne règle pas les problèmes de la société. Mais je pense que ces moments sont importants, parce que déjà, ils sont des faits saillants d'une actualité qui est assez... comment dirais-je, non pas Pesante. triste, mais pesante, classique, régulière. On retrouve, vous qui êtes un commentateur averti de l'actualité, vous voyez cette répétition finalement des moments dans une année. Et c'est vrai que le sport, et en particulier cette Coupe du Monde, il faut se souvenir qu'on avait eu des champions du monde avant, d'un sport par équipe, qui était les handballeurs en 95. Ça avait été déjà les prémices, on avait aimé cette équipe, mais c'est vrai que le foot a été, en tant que sport le plus populaire en France et de par le monde, un moment extraordinaire. Mais je crois qu'il faut juste ensuite se protéger finalement des excès. Vous faites justement... C'était quoi l'excès, par exemple? C'était de c'est le fait clamer que la vous- France c'est le fait black que vous ayez blamber? dit, C'était par un excès, exemple, ça? c'est le fait que vous ayez dit qu'un sportif n'a pas chanté la Marseillaise. Moi, ça ne me choque pas. À partir du moment où le sportif, par rapport à l'hymne et au drapeau, se comporte bien, c'est-à-dire qu'il respecte et la Marseillaise et le drapeau. Qu'il la chante pas, moi je la chantais pas sur le podium. C'est pas pour autant que je ne respectais pas et je ne vivais pas cet instant profondément et qu'ensuite je ne le partageais pas avec celles et ceux qui étaient autour de moi. Après, il y a une question d'exemplarité. On demande, c'est vrai, aux sportifs cet exemple, ce symbole de la perfection. Et le sportif, il est comme les autres. Alors, il y en a qui sont pires que les autres, c'est sûr. On a vécu des moments très difficiles en matière d'exemplarité sportive. Vous voulez dire par exemple quoi? Nice Now en Afrique du Sud, Naïsna, c'est le pompon, qu'on si le j'ose veuille ou dire. non, ouais, qu'on le veuille ou non, quand même, ça a été une sorte de contre-exemple en matière de rapport du sport à l'exemplarité, à ce que représente effectivement un maillot de l'équipe de France et le fait d'avoir été sélectionné dans l'équipe de France, qu'on le veuille ou non. Donc ça, c'est effectivement le contre-exemple. Mais pour tout ça, encore une fois, quand on a voulu faire au sport des choses pour lesquelles il est incapable de résoudre une solution, alors ça a été un échec. Alors je veux qu'on aille plus loin là-dessus parce que ce que vous dites est important. Vous avez dit tout à l'heure, attention, c'est fugace. Oui. Moi, je me souviens de Jacques Chirac dans Paris Match, d'une bêtise, parlant de la France black Et blamber. alors, vous avez rappelé. 10 mon ans rôle de après, on a le conseiller. débat sur l'identité nationale c'est et vrai on qu'on s'est voit beaucoup- combien il est On s'est explosif. beaucoup posé la question, quand le texte qui est paru dans un hebdomadaire a été rédigé, on s'est beaucoup posé la question de savoir si effectivement on devait insister sur cet aspect black blamber. On connaissait déjà la réponse finalement. Mais comme le disait à l'époque La le réponse, président, il dit, c'était mais non, vous on ne voulez peut dire pas... Comment ? La réponse était non pour vous. Elle était ouverte. Ouais. Et le président, c'est lui qui a arbitré, Oui. parce que c'est le président. Il a d'accord dit il faut. Et il faut. Il a dit il faut parce qu'il disait, mais jusqu'au bout, je crois, il faut
profiter de cet instant assez magique de rassemblement du peuple autour de son équipe pour essayer de faire passer un message. Il savait très bien effectivement que les problèmes resteraient. Il était suffisamment... encore une fois expert en la matière pour savoir que les problèmes reviendraient. Mais il a dit c'est un moment assez magique qu'on a accompagné, que le peuple français a accompagné. Alors il faut passer le message qui peut-être restera à un moment donné dans les oreilles et dans la mémoire des Françaises et des Français. Il a fait durer la flamme un tout petit peu plus longtemps. Oui, ce qui me paraissait, à partir du moment où rien n'était artificiel, qu'il avait lui-même accompagné l'équipe de France, qu'il les avait suivis alors qu'elle était largement critiquée, souvenez-vous, en janvier, février 98, Aimé Jacquet le disait d'ailleurs au président de la République à l'époque, il était pas loin de faire ses bagages et de partir après la Coupe du Monde si ça n'allait pas. Le président les avait accompagnés et finalement il se sentait bien avec cette équipe et il voulait l'accompagner jusqu'au bout de leur chemin qui a été un très beau chemin à ce moment-là. Est-ce qu'on a la dent trop dure avec les sportifs quand ils défaillent? Je peux vous donner quelques exemples et peut-être on peut les prendre. Par exemple, alors Ribéry n'a pas exactement défailli récemment. Enfin, il est quand même un des instigateurs de Nice Now, on le sait, du fait de ne pas descendre du bus de cette fameuse grève. Mais quand Ribéry dit par exemple, moi je prends ma retraite internationale, visiblement contre l'avis de son sélectionneur, qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est une pratique courante en Allemagne. Donc je pense qu'il se place plutôt de ce point de vue-là. C'est très fréquent que les internationaux allemands, à partir de 30 ans, disent « je laisse la place aux autres ». Donc je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Même si votre pays, vous voyez comme je le place, volontairement, votre pays vous appelle? Alors, normalement, il est obligé de répondre aux convocations, mais ça ne me semble pas choquant dans la mesure où il ne se sent plus finalement à même d'apporter quelque chose à l'équipe de France. Mais pour ce qui était de la question sur la dent dure, il y a aussi la part de l'aléa sportif. C'est-à-dire que les choses se jouent à tellement peu de choses. Si vous prenez 98, la France elle a emporté au pénalty contre l'Italie. À quelque chose près, la France aurait pu être éliminée et toute cette génération aurait été vouée aux gémonies. En revanche, en 2006, à quelques centimètres près, si Trezeguet marque son pénalty, on construit des statues de Raymond Domenech en place publique parce que c'est celui qui a remporté la Coupe du Monde à l'étranger. Et jamais Zinedine Zidane ne met un coup de boule. Il y a quand même cette question de l'aléa qui va de pair avec l'effet éphémère de l'émotion sportive dont vous parliez et qui fait qu'il faut relativiser. Je pense que malgré tout, c'est une émotion qui est très forte. On voit Domenech derrière vous, que de haine contre cet homme à l'époque. Est-ce que ça valait le jus, si j'ose dire? Est-ce que c'était justifié? Et c'était injustifié, parce que c'est plutôt, ce qui s'est passé, c'est plutôt, me semble-t-il, du ressort d'une faute professionnelle. Ce sont des professionnels. Une sélection nationale, ça sanctionne quoi? Ça sanctionne d'abord l'excellence sportive. On va recruter les meilleurs dans leur discipline. Et ensuite, on leur demande, comme vous le disiez, de bien se comporter, surtout de gagner, de faire honneur à leur maillot, mais sur le terrain, par leur technique, par leur volonté de vaincre. Donc c'était plutôt de ce point de vue-là, de la faute professionnelle, d'un manque de professionnalisme, parce qu'ils touchent des primes. Ils sont payés pour faire ce boulot-là. C'est pas comme ça qu'on voit généralement un sportif sélectionné sous un maillot national. Pas comme un professionnel qui touche des primes, mais comme quelqu'un qui vient défendre le maillot. Oui, mais alors après, la question, c'est de savoir, un joueur quel qu'il soit, il n'est pas mobilisable comme un soldat. Comme un soldat. Prenons le cas de Ribéry, et pour rebondir un petit peu sur votre débat, comme l'a expliqué Paul Ghiecci, il est de son libre arbitre, surtout s'il se place dans cette culture allemande, et Dieu sait que Ribéry en est imprégné, de pouvoir répondre négativement. Moi, je préfère ça plutôt qu'à des vieux sportifs qui profitent un peu de la situation et de leur place dans une sélection. Il y a des rentes de situation? Bien entendu qu'il y a des rentes de situation. Par exemple? Je ne vais pas vous donner de nom, mais il y a des gars qui sont là depuis des années. Moi, je trouve ça vraiment salutaire que des gars puissent dire « ça y est, j'ai fait mon temps ». Voilà, en toute connaissance de cause. Et puis déjà, ça leur évite parfois aussi de se faire mettre à la porte. Et en l'occurrence, je trouve ça très bien. Mais Ribéry, il n'est pas mobilisable, c'est pas un soldat, c'est pas un bon petit soldat. C'est intéressant que vous disiez ça parce qu'on est exactement au cœur du débat qu'on avait envie d'avoir ensemble. Je vous donne un autre exemple, la main de Thierry Henry. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu quand Thierry Henry, effectivement, au prix d'une main, empêche un ballon de sortir, sert un de ses partenaires et qualifie la France pour la Coupe du Monde? Je voudrais vous donner une comparaison. La main de Maradona, c'était quand la main de Maradona? 86. 86. On appelait ça la main de Dieu en Argentine. C'est lui. Bon. Il a placé le débat à un niveau que je qualifierais d'exceptionnel pour absoudre sa faute. C'est quand même un type d'une intelligence supérieure. Ouais.
Oui. Mais c'était aussi dans le cadre des relations Regardez quand même compliquées entre l'Argentine et l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni. Donc c'était plutôt ça, la vengeance des Malouines. Bon, pour la main de Thierry Henry, c'est une question aussi d'image d'un pays. C'est-à-dire un pays qui se qualifie en trichant, que dire de ce pays finalement? Alors est-ce que le football doit être... Il y a une sorte de raison d'état du football où tout est permis parce que finalement la patrie est en danger. Enfin, la faute même volontaire fait partie du match, non? Fait partie du sport, non? Je refais le débat un peu volontairement avec vous parce que je le trouve intéressant. Moi, je me rappelle d'un Christophe de Chavannes venant sur un plateau de télévision disant « il faut rendre la qualification à l'Irlande ». Oui, bien sûr. Non, mais la faute fait partie. La faute et la tricherie font partie du football. Des autres sports, je ne me prononce pas. Ça fait partie du jeu. Je me prononce, mais pour le football, c'est clair. En tout cas, la signification du football, c'est d'être un sport qui est plus qu'un sport. Je crois que c'est ça qui fait qu'il y a une sorte de divorce, si on veut, entre le football et les autres sports. Pourquoi? Parce qu'il y a son ancienneté, il y a son caractère planétaire, il y a le fait que c'est un sport qui, dès le départ, est un sport professionnel. C'est un sport qui joue sur différents types de mobilisation, à la fois nationale, équipe nationale, mais aussi équipe de club, donc solidarité locale, régionale, etc. Et donc tout ça donne effectivement une inscription donc, du football dans la culture populaire. La main de Dieu de Maradona, c'est l'inscription de Maradona dans la culture argentine. Oui, mais la main de Thierry Henry, c'est la faillite de la France. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le football remplit, qu'on le veuille ou non, cette fonction de représenter des traits nationaux, non seulement pour nous, mais pour les autres. Voilà. Alors donc la main de Thierry Henry, c'est la main qui raconte la grande histoire des fourberies françaises. Elles sont en rugby, c'était évoqué tout à l'heure, donc les anglo-saxons font du French bashing, mais depuis très très longtemps, pour tricherie. Ce sont des mauvais sportifs, ils s'énervent, donc quand ils s'énervent, on les excite un petit peu, c'est le cas du rugby, etc. Donc voilà, c'est un des aspects du sport, et le football, le porte à son comble du fait de sa popularité, du fait qu'il est suivi en permanence. Ça vaut pour les Italiens, hein. On dit souvent les Italiens sont des tricheurs. Pourquoi? Parce qu'au foot, ils sont un peu roublards. Mais parce qu'être professionnel en Italie veut dire intégrer dans sa culture footballistique toute la gamme des comportements qu'un joueur doit faire sur le terrain. Et dans les comportements d'un joueur sur le terrain, il y a aussi celui d'être roublard. Jean-François Lamour, vous avez dit tout à l'heure, un sportif se doit d'être exemplaire. Pas forcément de chanter la Marseillaise, mais d'être exemplaire. Pourquoi est-ce qu'un sportif devrait être plus exemplaire qu'un... J'entends qu'un ministre, qu'un chef d'entreprise, qu'un animateur de télévision, etc. Pourquoi est-ce qu'on lui demande à lui, finalement, plus qu'à d'autres? Parce que la pression médiatique, qui est quand même assez nouvelle, hein. Alors certes, l'engouement populaire pour le football en particulier est relativement ancien, mais des sports comme les nôtres, qui ne vivent que par les Jeux Olympiques, cette modification finalement du rapport des médias avec les Jeux date de 84 à peu près. Les Jeux de Los Angeles. On est passé des Jeux de 76 à Montréal, qui étaient des Jeux déficitaires. On ne parle pas des Jeux de Moscou en 80, qui étaient des Jeux très particuliers, dans une ambiance terrible. Mais les Jeux de 84... Il n'y avait même pas de drapeau à Moscou. Hein. Oui, mais vous avez défilé sans drapeau. Sans drapeau, sans hymne. On n'a même pas défilé. On n'a même pas défilé. Parce que, souvenez-vous, l'Afghanistan avait été envahi par les Russes et il y avait le boycott des Américains. Et longtemps, Giscard d'Estaing a hésité à envoyer une équipe à Moscou. Et donc, on y est allé, mais déjà en délégation extrêmement réduite. Moi, je n'avais pas d'entraîneur et pas de sparring partenaire. J'étais seul. Et on n'a pas défilé. Et à chaque fois qu'il y avait une médaille d'or, c'était l'hymne olympique qui était joué. On n'avait pas de drapeau qui montait au mât. C'était vraiment une situation terrible. Donc les Jeux de 84 ont changé le regard des Français vis-à-vis de leurs athlètes, parce que c'est vrai que ces Jeux ont été extrêmement bien médiatisés et beaucoup mieux organisés, en tout cas, que ceux de Montréal. Et cette pression, dont vous parliez d'exemplarité, elle est liée finalement à ce regard et à cette demande d'exemplarité pour les sportifs. Mais le sportif, il est comme un autre. Vous diriez que ça rejoint un homme comme un autre. Que ça rejoint aujourd'hui la demande qui est adressée aux politiques? Ah ben bien sûr, mais évidemment. D'une certaine manière? Mais bien évidemment. Oui, ou plus encore aux politiques? Plus encore aux politiques, parce que vous savez très bien, le reproche essentiel qu'on fait aux politiques, c'est d'être impuissant face
aux problématiques aujourd'hui que rencontre notre société. Donc on ajoute en plus à la pression et au fait d'être exemplaire. Mais pour le sportif, je crois que cette notion d'exemplarité, de symbole un peu finalement de ce que doit être la perfection, repose sur les épaules. Mais encore une fois, nous le supportons sans aucun problème. Il faut bien comprendre que cette pression-là... Vous dites nous les sportifs. Oui, enfin, je me mets dans la peau d'un sportif. Je trouve d'ailleurs je trouve même qu'on la suscite, on l'attend, parce que je pense que c'est plus un moteur qu'autre chose, plus qu'un frein à l'expression de ce qu'on sait faire le mieux possible. Parce que je vous parlais tout à l'heure de maturité, qu'est-ce qui m'a fait évoluer tout au long de ma carrière? C'est le regard que les Français portaient à ce que j'étais et aux médailles que je rapportais des Jeux. C'est là que je me suis rendu compte finalement que c'était pas simplement le résultat, mais c'était aussi le fait de représenter quelque chose pour eux, Français, et pour certains même de voir le drapeau monter et l'hymne qui était à ce moment-là associé au drapeau. Au même mieux parfois d'avoir été acheté des drapeaux, parce que vous le savez, avant les grandes compétitions et notamment avant la Coupe du Monde, les caméras de Public Sénat l'avaient saisi, il y a une forme de réflexe patriotique qui renaît. Regardez. J'ai les stocks maintenant et bien sûr ça prolongerait l'embellie jusqu'à dimanche. Si on est éliminé ce soir, bon, ça fera un flop et ça retombera dans le courant des ventes normales du 14 juillet. L'un des plus gros fabricants français de drapeaux qui vend notamment par Internet se trouve dans le Nord. Il en a vendu 35 000 lundi et mardi, soit 10 fois plus que d'habitude. Dès qu'un événement national un petit peu ciblé comme ça, sport, c'est plus. Mais cette année, c'est curieux, c'est plus que d'habitude. Parce qu'on a l'impression que le drapeau est devenu un symbole d'intégration. Un symbole d'intégration. Là, on est en 2006. Sur ces images, donc il y a un peu moins de 10 ans. Vous diriez qu'il y a un retour patriotique ou du sentiment patriotique ? Mais il me semble que le sport permet une réappropriation des couleurs nationales, parce qu'en France, le drapeau, l'hymne... Pas qu'en France d'ailleurs. Hein. Oui, mais dans le cas de la France, c'est plutôt quelque chose qui ressort de l'État. Le drapeau, on le voit sur les écoles, sur les municipalités. La Marseillaise, finalement... Moi, je n'ai jamais apprise à l'école. Enfin, c'est bien que vous le disiez. Effectivement. C'est une chose qu'on ne m'a jamais demandé. Mais on demande à nos sportifs de la chanter. Alors que si vous allez dans d'autres pays, vous allez en Suisse, en Scandinavie, tous les Scandinaves et les Suisses qui ont une maison vont mettre un drapeau suisse ou le drapeau de la Suède ou du Danemark. Donc il y a une appropriation des emblèmes nationaux. La particularité de la France, c'est que c'est d'abord le domaine de l'État, me semble-t-il. En revanche, c'est dans le domaine du sport que tout d'un coup, et ça s'est renforcé. Alors, il y a certainement de multiples raisons. D'abord, il y a une raison économique, hein, c'est que produire des drapeaux, ça coûte pas cher. Aujourd'hui, c'est pas cher. D'ailleurs, quand on va dans des matchs internationaux, souvent, il y a un drapeau qui est installé sur chaque siège. Récemment, je suis allé à la demi-finale de la Coupe Davis, j'avais mon petit drapeau, je n'avais pas acheté, on me l'avait donné pour l'agiter. Et puis, certainement, bon, il y a ce retour aux couleurs qui, évidemment, est un écho aux questions de l'identité du pays, hein, d'une population qui est diverse. Et donc, finalement, le sport, c'est un des lieux, justement, où l'unité nationale se fait. Et avec des Français, toutes les Frances, finalement. Oui, et en même temps, on ne supporte pas dans la rue les drapeaux des autres. Les polémiques autour des drapeaux algériens, par exemple, quand l'Algérie gagne un match de football lors d'une Coupe du Monde. C'est nouveau, ça ? C'est-à-dire que ce qui est nouveau, je crois, c'est cette mobilisation avec des drapeaux. Moi, je crois très frappant dans le débat, c'est que cette question de la Marseillaise, cette question de la manifestation du sentiment patriotique, c'est une question qui est nouvelle. C'est une question, je pense, moi je la ferai naître avec 98, alors pas tellement pour des raisons sportives, mais pour des raisons politiques, d'accentuation du débat politique sur la question de l'intégration, du sentiment d'appartenance nationale, et à partir de là, effectivement, d'une mobilisation du sport. Et alors, j'ai un point que je voudrais rappeler, c'est quand je vais encore reparler du football, mais quand on fait les sondages pour savoir en France ce qui intéresse au football, c'est à peine 30% de la population. On ferait le sondage en Italie, en Angleterre, on aurait des chiffres complètement différents. C'est-à-dire qu'on serait quoi, 70-80%, vous voulez dire ? Oui. Ce qui signifie qu'un match de l'équipe de France, une prestation depuis 1998, n'est plus seulement l'affaire des amateurs de football, c'est l'affaire de l'ensemble des gens qui s'intéressent aux informations nationales sur notre destin et sur notre évolution, et qui, à l'occasion d'une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques, vont commenter et voir si nous sommes bien la nation que nous souhaiterions être. Ce qui signifie que... Donc le drapeau, son rêve national, d'une certaine manière, à la réalité sportive. Oui.
C'est périlleux, hein. Mais c'est très périlleux, parce que justement, on va scruter. Est-ce qu'il chante la Marseillaise? Est-ce que lui qui ne chante pas la Marseillaise, et qui est quoi? Comment il s'appelle celui-là, etc. Et ce type qui est dans mon quartier, qui habite mon quartier, et qui sort un drapeau algérien au jour de la Coupe du Monde, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie par rapport à ce qu'on est? D'où effectivement cette question de la lutte des drapeaux, qui renvoie, oui, bien évidemment, à cette manière qu'on peut avoir ou non de faire France, avec cette diversité d'affiliation. Je veux dire, qu'on le veuille ou non. On peut acheter plusieurs drapeaux. On peut acheter plusieurs drapeaux. D'ailleurs, 98, c'était ça. C'était les drapeaux, c'était les bidrapeaux. France-Algérie, qui était quand même un des grands événements. Oui. France-Algérie, une grande partie des tribunes en Algérie était faite de personnes qui étaient habillées en vert et blanc et en bleu, blanc, rouge, avec des drapeaux vert et blanc et des drapeaux bleu, blanc, rouge. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement cette manifestation de la part de la population d'origine algérienne qui venait voir le match, de cette situation d'être algérien, d'être français, d'avoir quelque part un cœur, une filiation en Algérie, et d'en avoir un autre en France. Vous le sentez, ça, Christophe Duchiron, dans la manière dont vous appréhendez-vous le sport ou dont les sportifs se comportent? Ou les spectateurs? Oui, tout à fait, mais juste pour rebondir sur l'histoire de la Coupe du Monde 1998, il y a les drapeaux, certes, mais il y a aussi un phénomène nouveau, c'est la célébration collective. C'est-à-dire que je crois que pendant longtemps, notamment avant 98, on consomme le spectacle sportif à la télévision un peu seul. Et puis d'un seul coup, alors en 98, notamment à partir des demi-finales, la France se déverse dans les rues massivement, principalement au moment des demi-finales. Et depuis, à l'occasion des grandes compétitions qui engagent la France au niveau international, on se rend compte que les cafés sont pleins, les gens vont voir les matchs ensemble. Et d'un seul coup, là, je pense qu'on dépasse en effet ce noyau dur de 30%, mettons, de fans absolus de foot. Et il y a un dépassement avec les femmes, notamment, de plus en plus de femmes, de plus en plus de filles qui s'y mettent. Et aussi autre chose, à partir de 98, la France et l'équipe de France est célébrée. La France est au pinacle du sport pour ce qui concerne le football. Les intellectuels s'emparent aussi. Honnêtement, avant 98 quand même. J'avais croisé Alain Finkielkraut, pour être honnête, qui est un supporter de football et qui avant 98 supportait déjà l'équipe de France. Bah, écoutez, et allumait le match. Mais il me disait, on n'était pas nombreux à la fac à se vanter de regarder le football. Exactement, mais d'un seul coup, tout le monde s'empare un petit peu du football. 98, ça allait bien. Naïsna, 2006, la Coupe du Monde, ça va moins bien. Bon mais objet, tout le monde mauvais objet. s'empare aussi de ce phénomène. Et là-dedans, je dirais qu'il y a le pire et le meilleur, si vous voulez. Faut faire attention aussi. D'ailleurs, les intellectuels ont l'habitude effectivement d'être un peu suivistes et d'avoir toujours des idées sur tout. Non, mais d'avoir des idées sur tout. On aurait préféré peut-être comme Finkielkraut qui s'intéresse effectivement avant le résultat de l'équipe de France en 98 au phénomène sportif, parce que ça a du sens ce phénomène-là. Et pourtant, le football, pour reprendre 98, c'est aussi 2001 et l'autre France-Algérie. La Marseillaise sifflée. Mais pas que ça, le stade envahi, Zidane sifflé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais dans le stade à ce moment-là, qui était un peu la concrétisation d'une semaine, enfin même d'une quinzaine, qui avait été organisée par le gouvernement de Lionel Jospin avec Madame Buffet, qui avait essayé de faire de son mieux pour démontrer toute une sorte de cheminement d'intégration vers ce qui devait être finalement un grand rassemblement au Stade de France avec le France-Algérie. Ça avait été une grosse cata. Une grosse cata, et on peut le dire, on s'était aperçu peut-être un peu tard qu'on ne peut pas faire au sport n'importe quoi. Et qu'à ce moment-là, ce gouvernement-là, avec je crois que c'était plutôt de la bonne volonté, moi je ne suis pas là pour leur taper dessus, mais avait pensé finalement que cette expression sportive pouvait conclure un cheminement lié à une politique d'intégration. Ça a été un ratage. Zidane, à la rigueur, Marseillais sifflé, c'est terrible, mais c'est comme ça. Mais Zidane sifflé. C'est-à-dire le héros de 98 était sifflé par une bonne partie du public dans le Stade de France ce jour-là. Ce qui montre bien que quand on veut organiser artificiellement
un événement où le sport, finalement, tient une place centrale, alors que finalement, on lui demande trop, eh bien, c'est un ratage complet. Je crois que c'est un excellent enseignement sur, justement, la place du sport dans notre société. Il y a beaucoup d'occasions historiques où le sport n'a pas été à sa place, ou plus exactement, il a été utilisé autrement. Je ne vais pas rappeler les JO de 36 à Berlin, mais la Coupe du Monde de football en 78 en Argentine, oui, c'était ça aussi. Mais dès la promotion d'un régime en place. Mais avant ça, dès les lendemains de la Première Guerre mondiale, le Quai d'Orsay crée une division sport et tourisme au sein d'un de ses organes de propagande pour faire la propagande de la France au travers de ses athlètes. Donc ce sont déjà les régimes démocratiques qui ont commencé. Et alors c'est ponctué évidemment par l'Italie fasciste, l'Allemagne nationale-socialiste, mais c'est quelque chose qui s'est quand même relativement atténué depuis une trentaine d'années, du fait quand même d'une certaine démocratisation. Finalement, c'est nous alors qui ne mettons pas le sport à la bonne place et qui lui demandons trop ou qui projetons trop sur le sport. C'est aussi un des moments où on est fier d'être français. Oui. Pardonnez-moi, j'entends plein de gens critiquer le Paris Saint-Germain, par exemple, le PSG. Le PSG est qatari. Bon, quand le PSG bat Barcelone, il n'est plus qatari. Il est formidable. Mais c'est frappant. Oui, de même que Noah était camerounais quand il perdait et français quand il remportait Roland Garros. Bon, ça c'est la réversibilité toujours de cette émotion sportive. Mais certainement, bon, c'est la force du sport, c'est d'être capable d'incarner finalement une nation qui se pose des questions et d'être extrêmement rassembleur. Et puis c'est aussi, il y a peut-être autre chose aussi, c'est qu'on vit finalement, quoi qu'on dise dans les médias, dans des sociétés qui sont fortement pacifiées. Depuis quand il n'y a plus de guerre en France? Depuis quand la France n'a pas été engagée dans un conflit qui menace son territoire? Donc le sport permet aussi de susciter une émotion qui évidemment réunit, qui fait trembler, qui fait pleurer, qui fait chanter de joie. C'est un spectacle. C'est un spectacle dans des sociétés finalement où l'émotion est de plus en plus contrôlée. Et c'est sans doute l'une de ses forces. Je suis frappé par la manière dont on a bouclé la boucle avec le documentaire de Christophe Duchiron. Je voudrais finir en vous remontrant ces images. Elles sont en noir et blanc. Celle-là, c'est celle du Tour de France de Carpentier, très grand boxeur, bien évidemment. Voilà, ça c'était fait pour maintenir une espèce de fierté nationale aussi à l'époque dans une France de 17 qui doute, qui ne sait pas où elle va. La guerre est interminable. Oui, enfin à ce moment-là... Là, les autorités militaires vont en effet s'emparer du sport et mettre devant des sportifs. Et il est vrai que Georges Carpentier, qui devient moniteur de sport au bataillon de Joinville, est envoyé en tournée dans des camps en province. Il fait comme une tournée, voilà, de démonstration de boxe pour mobiliser, alors voilà, pour se montrer en tant que sportif et aussi pour mobiliser, pour donner le moral aux Français qu'il croise. Comme c'est un... Bon, Carpentier, c'est une icône, faut le savoir quand même. Il est déjà champion d'Europe de boxe juste avant la guerre. C'est quelqu'un d'extrêmement connu, qui a une aura extraordinaire. Et les autorités militaires s'en servent. Ça, c'est sûr. Il est mis au devant. Et ça n'est peut-être pas fini. Laissons le sport à sa place. C'est ça que vous avez dit. Ça a été le cœur de votre démonstration. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. À vous, évidemment, de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à réagir, d'ailleurs, sur le mail de l'émission qui s'affiche en bas de votre écran. La semaine prochaine, vous retrouverez Claire Barsac pour un nouveau docu-débat qui vous emmènera dans le Sinaï. Avec là, vous le verrez, l'aspect d'une guerre qu'on passe totalement sous silence et de migrants qui sont enlevés et torturés par des pirates, d'une certaine manière, mais des pirates des sables. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours. À très vite sur Public Sénat.